Et donc moi je vais vous parler d'un autre aspect. Moi je vais vous parler plutôt de questions environnementales écologiques, parce que du coup je fais ma thèse à Brest, à l'université de Bretagne occidentale, dans un laboratoire de géographie qui s'appelle le LETG. Et je travaille en fait sur la spatialisation des pressions environnementales et des pollutions du transport maritime, et qui sont les personnes en fait qui sont victimes de ces pressions-là. Et donc aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est justement un peu de ça, du transport maritime et des répercussions environnementales et sociales que cette activité-là peut avoir sur les personnes localement, quoi. Donc déjà, je voulais partir du début, parce que je ne connais pas tout le monde dans la salle, donc je ne sais pas exactement ce que vous savez. Déjà, le transport maritime, à quoi ça correspond? De quoi est-ce qu'on parle? Du coup, le transport maritime, c'est ce qui permet l'échange des biens et des personnes par voie de mer. Donc ça, c'est assez simple, vous avez tous conscience de ça. Et en fait, le transport maritime, c'est un facteur clé de la mondialisation contemporaine, en tant que processus de massification et d'uniformisation des échanges. Et ce transport maritime, il permet l'échange de 80%, entre 80 et 90% des biens que vous allez consommer et que tout le monde consomme à travers le globe. Le transport maritime, son gros avantage, c'est l'économie d'échelle. Donc en fait, il permet d'avoir accès à des biens, à des produits à moindre coût déjà monétaire, mais aussi à moindre coût environnemental, parce que transporter beaucoup de marchandises dans des gros volumes, ça pollue moins que dans des petits volumes, dans des petits camions. Et c'est la même chose du coup d'un point de vue monétaire. Et ça, c'est lié en fait à la grandeur, à la taille, au gigantisme des navires qui permettent de transporter toutes ces matières-là. Et au final, si on s'intéresse à ce qui est transporté, on a souvent en tête le conteneur, parce que c'est l'image très graphique de ce qu'on va retrouver sur les océans, avec toutes ces boîtes multicolores. Mais en réalité, aujourd'hui, si on s'intéresse au volume, et non pas au tarif, à la valeur de la marchandise, ce qui est majoritairement consommé, c'est des vracs solides et des vracs liquides. Donc les vracs solides, ça comprend du grain, des minerais, et les vracs liquides, c'est souvent des dérivés du pétrole. Donc en fait, les deux fractions majoritaires, c'est ce vrac liquide et ce vrac solide. Le conteneur, c'est le bleu un peu plus foncé. Donc en termes de volume, c'est bien moins important que le reste. Par contre, en valeur, c'est la fraction la plus importante, parce que les matières qui sont transportées à l'intérieur sont de plus grande valeur ajoutée. Donc on va les transporter dans ces conteneurs-là, et ils ont du coup une plus grande valeur sur le marché après derrière. Mais donc, on n'a pas du tout fini avec le transport du pétrole ou le transport des minerais, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans les volumes transportés encore actuellement. Et dans tout ça, le transport maritime, en fait, il est contraint. Il est contraint par des éléments physiques, des détroits, des chenaux, des hauts fonds, mais il est aussi contraint en fait par la disponibilité des infrastructures à terre qui permettent l'accueil des navires. Il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des grues qui permettent de décharger cette marchandise. Et donc, si on a des navires en fait qui sont de plus en plus grands, il faut aussi des infrastructures à terre qui sont de plus en plus grandes pour recevoir cette marchandise-là. Et donc, le transport maritime, malgré le fait qu'il passe très loin des côtes dans la majorité du temps, il est obligé de s'arrêter à terre et il nécessite en fait des infrastructures qui sont très présentes en fait et très matériellement existantes sur le territoire. Et donc, moi, dans ma thèse, ce qui m'a intéressé, ce sont ces ports. Parce que la pollution du transport maritime au large, finalement, elle est diluée par rapport à la pollution qui va être produite au niveau des ports et qui impacte directement les personnes par un effet de proximité. Donc c'est pour ça que moi, c'est réellement les ports qui m'ont intéressé. Et pendant ma thèse, en fait, je travaille sur l'espace Caraïbe, qui est la grande région Caraïbe, qui comprend à la fois la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. Et donc on a travaillé sur cet espace-là pour plein de raisons. Si ça vous intéresse, on pourra en parler, mais je ne vais pas le développer maintenant. Et donc, les plus grands ports du monde, comme vous pouvez vous en douter, ils sont asiatiques. Donc tout ce qui est rouge et orange, ce sont des ports asiatiques. Et ensuite, ce que vous avez en bleu, ce sont des ports européens. Bleu foncé, port nord-américain, c'est le port de Los Angeles. Donc voilà, du coup, la majorité de la marchandise part depuis l'Asie. Et donc, comme toute activité industrielle, elle génère son lot de pression environnementale. Donc ces pressions environnementales, elles sont de plusieurs ordres. Elles sont générées à la fois par les navires, donc on peut parler de pollution atmosphérique, de pollution de l'eau, de modification des dynamiques sédimentaires littorales. Donc c'est hyper large en fait en termes de pressions qui sont diffusées. Mais elles sont aussi générées par les activités portuaires terrestres. Et donc là, je vous ai mis l'image du coup de l'explosion du port de Beyrouth il y a de ça maintenant 5 ans. Et c'est des choses qui arrivent dans des
tas de ports du monde, des fois de manière aussi impressionnante, mais souvent on parle plutôt de micropollution opérationnelle, un tube qui éclate, un déversement d'hydrocarbures, une grue qui tombe, des accidents au niveau du port. Donc en fait c'est tout un tas de petites pressions comme ça qui affectent les populations locales qui résident à proximité de ces infrastructures. Et donc ces pollutions, elles sont diffuses, donc on pense à la pollution de l'air, elles peuvent être accidentelles, elles sont globalisées, on pense au CO2 par exemple, ou elles sont localisées, donc là on peut parler d'émissions atmosphériques qui vont polluer l'air que nous allons respirer, qui affectent directement notre santé aussi. Donc là, je voulais vous parler rapidement d'un indicateur sur lequel moi j'ai travaillé. Donc l'idée c'était d'essayer de spatialiser ces pressions, de voir où est-ce qu'elles allaient se répercuter, qui étaient les personnes qui étaient victimes de ça. Donc on a essayé de réfléchir à voilà, des indicateurs qui permettaient d'intégrer ce cocktail de pression et pas regarder uniquement, je sais pas moi, l'émission de tel composé atmosphérique. On s'est dit, bon, mais en fait, il faut qu'on arrive à trouver des choses qui permettent de regrouper un ensemble de choses qui polluent et qui affectent la vie des gens. Et donc l'âge moyen des navires, c'est un indicateur du coup qu'on a sélectionné parce que les navires, plus ils sont construits récemment, plus on augmente la fiabilité du coup technique, on augmente la performance des navires et la réglementation aussi évolue. Et cette réglementation, elle n'est pas uniforme à l'intégralité de la flotte mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux navires qui arrivent sur le marché n'ont pas à respecter la même réglementation que les anciens navires qui ont été créés à un autre moment de l'histoire de l'humanité. Donc la réglementation et l'aspect technique ont évolué avec le temps. Ce qui fait que les navires ne sont pas dangereux de la même manière selon leur âge, et plus ils sont âgés, plus ils sont dangereux. Ils sont dangereux à deux titres. Déjà, pour les questions accidentelles, il y a plus de risques d'accident, et donc de déversement de produits toxiques, de vie humaine aussi, des personnes qui travaillent là-dessus, mais aussi de pollution diffuse, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de filtres sur les navires selon leur âge, donc on ne va pas émettre les mêmes types de polluants. Et donc, moi, à l'échelle de la Caraïbe, j'ai essayé de regarder un peu ce que ça donnait. Et en effet, là, du coup, à gauche, vous avez un graphique de la fréquence accidentelle par groupe d'âge. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus les navires sont âgés, plus on va avoir un taux d'accident qui va être important. Donc ça, on s'en doutait, mais du coup, on était content de voir que ça correspondait aux données qu'on avait. Et ce qui m'a intéressé après, c'était de savoir, socialement, qui est affecté par ces navires-là. Et donc, on a essayé en fait de croiser cet âge des navires avec des indices de développement humain qui ressemblent un peu à l'IDH que vous connaissez, donc l'éducation, la santé et le revenu. Et on a essayé de croiser du coup cet indicateur de développement humain qu'on a essayé de mettre à l'échelle de territoires littoraux de toute la Caraïbe avec cet indicateur de l'âge moyen des navires par site portuaire. Et donc ce qu'on obtient, ce sont des résultats significatifs, c'est-à-dire que plus les navires sont âgés, plus ils vont avoir tendance à desservir des territoires à moindre niveau de développement. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Déjà parce que dans les pays à plus haut niveau de développement, on va avoir des infrastructures qui sont plus grandes, qui vont être capables d'accueillir des navires plus grands, plus neufs, et donc on va avoir un report de ces navires sur des territoires où on a encore des vieilles infrastructures. Aussi pour des questions réglementaires, parce que la réglementation n'est pas la même. Là, ici, quand vous rentrez en Manche, la réglementation sur les polluants que vous pouvez émettre ne sont pas les mêmes que dans l'Atlantique. Donc tous les navires ne peuvent pas rentrer dans la Manche. Ceux qui ne sont pas équipés de scrubbers ou de systèmes de dépollution de leur navire ne peuvent pas accéder du coup à cette zone-là. Donc voilà en fait un peu le résultat, c'est que les plus défavorisés reçoivent des navires plus vieux, donc plus dangereux et plus polluants. Et du coup, si on spatialise ça, donc là, chaque point est un port. La taille de chaque point correspond au nombre d'escales qui sont effectuées dans ce port-là. Et plus on tend vers le rouge foncé, plus l'âge moyen des navires qui accostent dans ces zones-là sont âgés. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucun point rouge autour du golfe du Mexique, où on a les territoires avec les plus hauts niveaux de développement. Par contre, en Caraïbes, on va avoir des endroits en fait, où on peut obtenir des âges moyens d'escale extrêmement importants. Et donc là, si on regarde par exemple à Haïti, on n'a que des points rouges quasiment. Et on peut avoir des ports dans lesquels on va avoir des escales moyennes autour de 70 ans. Donc c'est des navires extrêmement âgés, quoi. Donc vu qu'on est aussi ici avec l'association de l'air, je voulais rapidement parler des émissions atmosphériques. Donc la première chose à laquelle on pense souvent, c'est le CO2. Et moi, je voulais nous donner quelques chiffres de la contribution du transport maritime aux émissions globales de certains composés dans le monde.
Donc le transport maritime, c'est environ 3% des émissions de CO2 à l'échelle globale, c'est l'équivalent d'un pays comme le Japon à peu près. Et du coup, ce CO2, il a des contributions, il contribue significativement du coup aux changements globaux, et les effets du changement global, ils ne sont pas ressentis de la même manière partout dans le globe. Déjà parce que les impacts en tant que tels, réels, ils ne sont pas répartis également à la surface du globe, mais aussi parce que les capacités de résilience des populations ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que voilà, le transport maritime, qui va voilà, se distribuer partout dans le monde, va affecter majoritairement des pays qui sont plutôt en Asie du Sud-Est, en Afrique, et dans les zones du coup plutôt vulnérables sur les îles, des choses comme ça. Et donc, je voulais parler de deux autres composés, les oxydes d'azote et de soufre, qui sont des composés qui affectent la santé humaine avec la génération de problématiques d'asthme, des problématiques pulmonaires principalement, et qui vont avoir des impacts très localisés pour le coup. Eux, autant le CO2, ça a des impacts qui sont très globaux, autant ces composés-là ont des impacts très localisés. Et donc on peut voir là ce schéma qui est tiré de l'association Transport et Environnement. Dans le port de Marseille en 2023, il y a eu seulement 75 navires de croisière, aujourd'hui ça a doublé voire triplé. Et c'était quasiment 2 fois plus d'émissions d'oxyde de soufre que l'intégralité des voitures de l'agglomération de Marseille. Donc c'est juste pour avoir une idée, se représenter voilà, ce que ça donne. Le navire de croisière, ça représente des centaines, voire des milliers de véhicules qui se baladent dans une ville, quoi. Et par contre, il faut savoir aussi que les navires de croisière, ce sont les types de navires qui émettent le plus de polluants quand ils sont à l'escale, pour faire tourner les casinos, les restaurants. Donc c'est une catégorie, un type de navire qui est extrêmement polluant à l'escale. Donc au final, on a un transport maritime qui génère des pressions environnementales. Ces pressions environnementales, elles dépendent aussi du type de navire, donc tous les types de navires ne se valent pas. Et qui vont aussi dépendre de la situation locale, de comment est positionnée du coup la ville par rapport au port, quelles sont la direction des vents dominants, est-ce qu'on a mis en place des courants de quai sur le port pour permettre l'utilisation d'électricité plutôt que l'utilisation de carburant qui génère du coup ces polluants atmosphériques. Donc ça dépend d'effets de site, mais voilà, c'était un peu pour présenter ces choses-là. Donc ensuite, est-ce que les acteurs maritimes et portuaires ils sont au courant de tout ça? Eh bien, il semblerait que oui. Donc dès les années 90, ils avaient déjà conscience, voilà, dans les priorités environnementales des acteurs portuaires de l'Union européenne, la qualité de l'eau était la deuxième priorité. Les opérations de dragage qui génèrent aussi tout un lot de pression environnementale étaient aussi présentes. Les poussières générées sur le port étaient aussi mentionnées. Et si on regarde après en 2016, la première préoccupation, c'est la qualité de l'air. La troisième, c'est le bruit. Et ensuite, on va voir les déchets des navires et des ports. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que les acteurs portuaires et maritimes, ils sont conscients de ces problématiques-là. Et donc, en fait, moi, la question que je me suis posée, c'était de me dire, bon, mais les acteurs maritimes et portuaires, ils sont conscients de tout ça, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place? Qu'est-ce qui est fait pour changer un peu les choses? Et on avait conscience aussi que ça a une certaine inertie, le transport maritime, les activités portuaires sont des infrastructures extrêmement lourdes, donc il y a beaucoup de temps pour que les choses évoluent. Et du coup, on s'est dit, bon, on va partir sur un endroit, un port où quelque chose de nouveau a été construit, pour voir dans quelles conditions il a été fait, les répercussions sociales et environnementales, quelles ont été les normes qui ont été respectées pour construire ces choses-là. Et donc, je suis parti pendant un peu plus d'un mois à Limón, du coup, sur la côte caribéenne du Costa Rica. Et plus spécifiquement, je me suis intéressé à ce terminal, un terminal conteneurisé de Moín, qui est opéré par APM Terminal, qui est une filiale de Maersk, la société danoise. Et donc ce terminal, il est assez important parce qu'il permet du coup l'entrée sur le territoire costaricain d'une grande proportion de la marchandise nationale. Mais paradoxalement, c'est aussi l'un des territoires les plus défavorisés nationalement, avec des chiffres de chômage, de pauvreté, d'insécurité qui sont extrêmement élevés par rapport à l'intégralité du pays. Et donc moi je me suis intéressé un peu à ce paradoxe entre développement économique, contribution à l'économie du pays, et de l'autre côté cette espèce de misère sociale un peu qui était constatable sur le terrain. Donc quand ils ont construit ce terminal-là, l'idée, la chose qui a été vendue à la population locale, c'était on va construire un port vert, on va créer plein d'emplois, on va relancer l'économie, donc ça va vraiment booster un peu la région de Limón.
Donc c'est un terminal qui a été construit entre 2015 et 2017, qui est en fonctionnement depuis 2019, qui est sous régime de concession, donc c'est assez particulier. C'est le régime qui est quasiment utilisé partout dans le monde aujourd'hui, mais voilà, c'est une société privée qui occupe un territoire public. Mais cette entreprise-là, elle avance le fait de redistribuer 7,5% de ses revenus et de les investir dans des projets de développement locaux. Donc elle se revendique comme étant une société verte et préoccupée par les questions sociales. Mais pour le moment, les résultats, ils sont un peu à attendre. Donc moi, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu estimer à partir des chiffres qui m'ont été donnés par les différentes entités que j'ai rencontrées sur place, c'est qu'on a une perte actuelle de 600 emplois nets. Donc les personnes qui travaillent dans les autres instances portuaires de la ville, les personnes ont été démises de leurs fonctions et on a besoin de moins de personnel pour faire tourner ce terminal qui est en grande partie automatisé. Donc on a une grosse perte d'emploi et ça a généré une grosse séquence conflictuelle sur place, un mécontentement généralisé et le discours qui revient très régulièrement de la bouche des personnes que j'ai pu interroger, c'est que ce terminal, en fait, il a généré du chômage, de la misère sociale et des trafics, de drogue principalement, suivis de l'insécurité. Et donc c'est vrai que sur place, il y a une insécurité qui est vraiment importante aussi. Et donc, moi, je me suis encore posé une autre question quand je suis allé sur place, c'était la question de la modification de la dynamique sédimentaire littorale côtière. Donc, c'est assez spécifique. Mais donc, ce qu'on peut voir sur les images satellitaires, c'est qu'après la construction du terminal, on a une accumulation de sédiments au pied de l'ouvrage, et puis on a un renforcement de l'érosion un peu plus loin. Et donc, moi, j'ai voulu utiliser le cadre conceptuel de la vulnérabilité systémique au risque côtier pour essayer de voir si la population de Mohin, donc, qui est ici dans la zone violette, elle était vulnérable face à ça. Et la vulnérabilité, ça se définit du coup en géographie par le regroupement de l'aléa, donc l'érosion ici, les enjeux, il faut qu'il y ait des enjeux qui soient exposés, sinon il n'y a pas de vulnérabilité. Donc là, ça va être les activités humaines, les modalités de gestion qui sont mises en place et les représentations de la population locale. Donc, concernant l'aléa, pas de surprise, on a un renforcement de l'érosion avec des vitesses de recul qui peuvent dépasser 5 ou 6 mètres par an par secteur. Donc, sur le terrain, ça se matérialise de cette façon-là. Donc, on a des intrusions d'eau sur le terrain. Moi, j'habitais dans le petit cabanon un peu bleu-vert là-bas au fond. Ouais. Les enjeux, bon, mais là, je suis en train de faire tout le travail de cartographie des enjeux, les habitations. Mais je vais vous montrer plutôt ça en photo. Donc on a des habitations avec des personnes de tout type de revenus. Donc on a une classe hyper hétérogène sur cette zone-là. Donc là, la maison qui est là-bas, elle est squattée. Là, c'est des petites maisons qui sont habitées par des familles qui sont là de longue date. On a des maisons qui sont un peu plus jolies, mais de réputation. Les gens estiment que c'est utilisé par des trafiquants de drogue. Après, je ne suis pas allé les interroger directement sur ça. J'ai pas osé. Il y a aussi des activités économiques sur place, donc il y a des petites zones de vente, il y a des hôtels, des cabinas, des hôtels un peu à la journée ou à la semaine pour les travailleurs du port d'à côté. Il y a des activités culturelles ou patrimoniales. Il y a des enjeux essentiels au fonctionnement de société. Donc voilà un peu pour ce qui est menacé. Donc tout ça, c'est des choses qui sont du coup menacées à l'échelon 20-30 ans. Donc ensuite, qu'est-ce qui est mis en place pour la gestion? Parce que le port, il est bien conscient de ces problèmes-là qu'il est en train de générer. Il y a des études qui sont faites sur place, tout le monde est au courant. Et tout le monde se renvoie la balle. Donc les autorités locales, le port, l'État, personne n'a envie de prendre en charge du coup les modalités de gestion pour préserver la communauté qui vit derrière. Et sous un peu la pression de la population, le port a dit très bien, on met un peu d'argent sur la table, on va construire des géotextiles. Donc, des espèces de gros boudins qu'on remplit de sable qui sont censés protéger un petit peu des assauts de la mer. Donc ils ont été installés en 2017, 2019 il n'y avait plus rien. Donc aujourd'hui il n'y a aucune trace de ça, il n'y a aucune modalité de gestion qui est mise en place, mis à part le suivi. Et au niveau des représentations, moi je me posais un peu la question de savoir est-ce que les gens ils ont conscience de ça? Ils ont tout à fait conscience. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde a vu le recul de 20, 30, 40, 50 mètres de la plage devant chez eux. Tout le monde sait que la plage est en train de reculer, sauf que y a un très très fort sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance, il est lié à deux choses. Déjà, à l'absence de capacité, donc c'est un mot un peu barbare, mais c'est le fait que les personnes n'aient pas forcément les revenus ou les ressources culturelles, ou c'est pas que des questions économiques, mais c'est un ensemble
capacités qui permettent de s'extraire de son milieu de vie si on le considère comme étant défavorable. Et il y a surtout une question foncière, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui habitent là ne sont pas propriétaires de leur foncier, c'est un terrain qui appartient au ministère du Tourisme. Et en fait le ministère du Tourisme ne peut pas donner ces terrains-là aux personnes qui vivent ici, alors que certaines familles habitent là bien avant la constitution du ministère du Tourisme. Donc en fait le ministère attend qu'ils apportent un titre de propriété à un moment où ces titres de propriété n'existaient pas. Et donc en fait les personnes ont fait construire des maisons, sont propriétaires entre guillemets de la maison qui est sur le terrain, mais ils ne sont pas propriétaires du terrain. Donc ils ne peuvent pas vendre ces espaces-là. Et on voit partout fleurir sur les murs, les maisons, des personnes qui vendent du coup leur habitation, sauf que personne ne veut les acheter, parce que déjà il n'y a pas de titre de propriété, et parce que ce sont des maisons qui sont menacées justement par cette érosion, renforcée par le transport maritime à cet endroit-là spécifiquement. Donc voilà, moi je voulais insister là-dessus, juste dire, ouais, en fait, même si ce terminal-là se revendique comme étant préoccupé par ces questions sociales et environnementales, et en réalité ils mettent en place des choses, c'est-à-dire qu'en fait il y a des suivis de pollution, tout est diffusé sur leur site web, on peut avoir accès à toutes les pollutions, toutes les micro-pollutions, donc un camion qui a une fuite d'huile, il y a une photo, c'est catalogué dans un rapport, le rapport il est diffusé, ça n'existe nulle part dans le monde, j'ai jamais vu ça nulle part quoi. Donc en fait sur les questions environnementales ils sont vachement au point par rapport à d'autres espaces, mais il faut avoir conscience que ces infrastructures-là, ces mégastructures qui sont nécessaires du coup justement à cette circulation de marchandises, mais elles ont des répercussions locales très concrètes. Et il y a des personnes qui vivent et qui subissent ça. Donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et il s'avérerait qu'il n'y a pas de solution miracle. Vous doutez bien. Il faudrait combiner des méthodes opérationnelles. Donc si on parle des navires, on peut essayer de réduire la vitesse. Si on parle des ports, l'utilisation du courant de quai, qui pose tout un tas d'autres problématiques et tout un tas de questions. Il y a aussi des réponses technologiques pour consommer moins, l'utilisation de carburants alternatifs qui pose aussi un certain nombre de problèmes, des évolutions réglementaires. Déjà, ce qui serait pas mal, c'est d'arriver à faire respecter les réglementations existantes. Et surtout, pour moi, il y a une question centrale, c'est est-ce que le port du futur, c'est nécessairement un géant? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des infrastructures aussi importantes, ou est-ce qu'on ne peut pas réutiliser justement ces espèces de petits ports qui existaient déjà auparavant et qui permettent aussi de répartir ces pressions sur l'intégralité d'un territoire sans concentrer tout ça sur les mêmes endroits? Donc voilà, pensez un peu à la démassification. Et je voulais quand même terminer sur, je ne lirai pas tout, mais en gros cette portion d'article qui rappelle quand même qu'il ne faut pas non plus renier le passé maritime d'une ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour tout péter et arrêter toute activité maritime et industrielle sur les territoires. Il ne faut pas renier ce passé-là, parce que si on renie ce passé-là, il n'y a plus d'activité sur les territoires, et puis en fait on renie toute une histoire, des gens qui travaillent. Donc voilà, gardez ça quand même en tête. Voilà, c'était ça la présentation que je voulais faire. 50 minutes tout rond.